evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Top on the news stories tonight, August 14, 2024. The newly built Bonepupa Road, Yabasi Road, has collapsed over a distance of nearly 100 meters. In its fall, it dragged a pickup vehicle whose driver, at the end of the incident, managed to escape unharmed. However, apart from the impossibility of driving in one direction of the road and the vehicle that was dragged, the landslide did not cause any loss of life. The administrative authorities have visited the site to assess the damage. Also in this newscast, since yesterday, August 13, 2024, the Aqua Village Hall is hosting a workshop on raising awareness and popularizing the code of ethics of the Douala City Council to its community agents. Let's get more details and more in this newscast. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is News Hour on Spectrum Television, and we'll dive straight into the full edition of the news. And it is in the French language with you, Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La route Bonepupa-Yabasi dans le Nkam paralysé. C'est la conséquence d'un effondrement survenu ce jour aux premières heures de la matinée. Descendu sur le terrain, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, accuse les fortes pluies de ces derniers jours. Reportage. L'incident s'est produit aux premières heures de la matinée, 4 heures du matin selon les riverains. Nouvellement construite, la route Bonepupa-Yabasi, dans le Nkam, s'effondre sur une distance de près de 100 mètres, entraînant un véhicule pick-up. À l'origine du drame, les autorités administratives descendues sur le terrain pointent du doigt les changements climatiques observés ces derniers jours dans la région du littoral. De prime abord, nous constatons effectivement que la forte pluviométrie que nous connaissons dans la zone a nécessairement influencé la partie souterraine de cet ouvrage. Et je voudrais déjà dire que le gouvernement de la République a rapidement instruit que nous puissions descendre sur le terrain. Et, n'est-ce pas, cette descente sera suivie immédiatement par une équipe ministérielle des travaux publics et des experts qui vont descendre rapidement pour trouver solution à cette situation. En attendant, la circulation sur l'axe qui dessert plus de 15 000 personnes est restée paralysée tout au long de cette journée. D'ailleurs, les gros porteurs sont interdits d'y rouler, entre autres mesures prises dans l'immédiat. J'ai instruit le préfet du département du Camp de prendre rapidement un communiqué qui sera appuyé d'une interdiction de circulation pour les gros porteurs. L'ingénieur en chef de l'entreprise qui a eu à réaliser ceci propose à l'immédiat qu'on puisse déplacer les glissières en béton, faire en sorte que l'espace puisse être donné aux petits véhicules. D'ailleurs, d'autres instructions seront données pour éviter que pareil drame ne se reproduise ailleurs. Là, ce qui reste à bitumer, c'est-à-dire Douala Bonepupa, a des situations de fondrières qu'il faudrait traiter d'une manière spéciale. Nous pensons que, profitant encore de cet incident, nécessairement les mesures devant traiter les fondrières devront s'appliquer également dans ce secteur. Sur la page Facebook du ministère des Travaux publics, on apprend que les équipes s'attellent désormais à aménager la déviation pour assurer la circulation des usagers. La page rappelle que les travaux de construction de cette section sont assurés par l'entreprise Bunz et que ceux-ci n'ont pas encore été réceptionnés. Par ailleurs, poursuit-elle, les dispositions des marchés prévoient pour un projet en cours d'exécution une assurance tout risque qui permet le cas échéant de prendre en charge des incidents comme celui survenu ce 14 août 2024. Route encore, les embouteillages dictent leur loi au lieu-dit Elikesoa à Yaoundé dans la région du centre. Selon les usagers, c'est la conséquence de la réfection des routes au quartier Loncac, mais aussi des dysfonctionnements des feux de signalisation. Inès Pangan. Ça roule, mais à pas de tortue, au lieu-dit Elikjoa à Yaoundé. Traverser cette voie qui mène d'une part au lieu-dit Manguier et Texaco Omnisport est un véritable concours de patience. Le parcours est ralenti
par le mauvais état de route. Souvent d'abord dans un environnement où sur notre axe l'eau qu'on vient de créer, nous avons installé des nouveaux feux qui ne sont même pas allumés. Et quand c'est allumé, les feux ne sont pas ordonnés. Et nous retrouvons aussi dans une route qui est déjà très foutue parce qu'il y a des trous un peu de partout sur notre route. Et les voitures et motos ne peuvent pas normalement circuler. Ici, la rue qui n'est pas bien. Il y a tout la rue qui n'est pas bien. C'est ça qui cause l'embouteillage dans la ville. Et surtout, par les travaux de réfection du carrefour Batalon-Cac. Les automobilistes et les riverains disent le savoir, c'est un mal pour un bien. Ils ont encore barré la rue partout. La rue sont goudronnées, ils veulent goudronner la rue partout, on ne comprend rien grand. Seulement les véhicules sont en difficulté et nous aussi, ça nous empêche de bien travailler grand. Il y a encore ça parce que c'est bloqué. C'est bloqué à rond-point Loncac parce qu'on est en train d'arranger ça au niveau des Batalon-Cac. Oui. C'est un côté qui passe maintenant. S'il y a travaux, il peut aussi avoir embouteillage, mais tous les jours, presque tous les jours, c'est comme ça ici chez nous. Hein. Presque tous les jours, on vit ça chaque jour. Cet embouteillage-là, on vit ça chaque jour. C'est la cause des différents problèmes que nous pouvons retrouver. Les vendeurs ambulants, les motos, les différents trous là, on vit ça ici chaque jour. Les travaux exécutés par l'entreprise Razel affichaient un taux d'avancement de 40% le 8 août 2024. Une information disponible sur la page Facebook du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Back to Douala, where since yesterday, August 13, 2024, the Aqua Village Hall is hosting a workshop on raising awareness and popularizing the code of ethics of the Douala City Council to its community agents. Let's get more of this workshop and its code of ethics in the following report. Widely distributed City Council community agents master the code of ethics effectively, the top management of the Douala City Council has organized a workshop at the Aqua Village Hall to popularize and vulgarize this code to its agents. La CUD avait publié le code de déontologie. The Douala City Council had published its code of ethics, which was distributed to all its personnel, and today we want to be assured that this code is being assimilated by the personnel. Reason why, with the mayor's instructions, we have decided through this workshop to sensitize and make this code popular among its agents and personnel. Assurer que ce personnel se l'approprie. Donc c'est ça l'objectif de cet atelier. In the course of this workshop, which was very interactive, the personnel and council agents were sensitized on the various code of ethics, where they in turn asked questions to better assimilate and understand these codes. For them, it was a privilege to be educated and oriented on this code of ethics. Nous remercions déjà le maire de la ville d'avoir permis au personnel de la police municipale en priorité. We are honored to have been chosen by the city mayor to take part in this workshop, which is very essential to all council personnel. J'ai choisi comme pionnier et cette formation permet le changement de comportement. This will enable us council community agents to adapt our habits to suit with the code of ethics, as it is imperative for us to abide to this code of deontology and ethics. Les valeurs qu'on attend de ce personnel-là. Et le code éthique ici renvoie as prescribed by the Douala City Council. Dans l'exercice de leurs fonctions et le code de déontologie renvoie au devoir. This workshop that kick-started yesterday, August 13, 2024, will end today, August 14, 2024, while hoping that the participants adhere and practice what they have learned from the workshop. Projets sociaux. La phase 1 d'un programme d'inclusion économique des jeunes vient d'être lancée dans la capitale économique du Cameroun. Des jeunes de 18 à 35 ans ont été enrôlés ces 13 et 14 août 2024 au centre multifonctionnel de Bépanda, c'est ici même à Douala. Projet Minepad, le dit programme financé par la Banque mondiale vise principalement les jeunes handicapés et les personnes démunies.
Oriane Danquin. À cet instant précis, des projets de vie se dessinent, ou mieux, s'écrivent. Au centre multifonctionnel de Bipanda, ici à Douala, des jeunes de 18 à 35 ans sont enrôlés dans le cadre des projets filets sociaux. Notre centre accueille depuis le mois de mai une centaine de cette cible. Nous avons été gratifiés de l'accompagnement de ce programme par la mise à disposition d'une équipe dans nos locaux afin de procéder à l'enregistrement non seulement des apprenants du centre, donc la centaine d'apprenants, mais aussi de toute autre personne qui répond à ce profil et particulièrement personnes vulnérables et handicapées. C'est exactement de ça qu'il s'agit depuis hier, mardi 13 août, et aujourd'hui, mercredi 14 août 2024, au centre multifonctionnel de Bipanda. Et en plus de cela, nous avons pris soin d'informer un bon nombre d'associations de personnes handicapées qui vivent avec un handicap et de personnes en situation de vulnérabilité, afin qu'elles également puissent être prises en compte dans le programme selon les critères qui sont prédéfinis. Inclusion économique des jeunes phase 1 est celui en cours. Nous accompagnons les jeunes en les sensibilisant d'abord sur le projet. Ensuite, nous les orientons, nous les accompagnons à s'inscrire sur le formulaire physique, à le remplir, en leur créant les adresses e-mail. Et par la suite, pour ceux qui ne peuvent pas s'enregistrer eux-mêmes directement dans la plateforme, nos animateurs les enregistrent dans la plateforme en ligne. On les suit à travers les formations. Ils seront formés dans 2 modules. Le premier module, c'est compétences de vie. Le deuxième module, c'est comment gérer mieux son entreprise. Et après cela, donc, ceux qui seront aptes auront des subventions. La première subvention est de 175 000. Au terme de la formation, chaque apprenant va élaborer un petit business plan calé sur 275 000 francs. Une fois terminé, on va leur faire la première subvention de 175 000. Ils vont réaliser ce qui était prévu dans le business plan et nos animateurs vont les suivre et les contrôler. Dès qu'ils le font, la deuxième tranche de subvention viendra à hauteur de 100 000 francs. Pendant 1 an, la durée du projet, le candidat allocataire est formé et bénéficie du suivi de l'activité génératrice de revenus qu'il aura mis sur pied. Et toute la procédure est gratuite. Ils viennent de toutes les couches favorables, démunies de la population des différentes villes choisies pour le cadre de cette phase. Et être camerounais, être pauvre et vulnérable. Mais il y a une information qui nous parvient selon laquelle d'autres Camerounais se sont accaparés du projet en essayant de monnayer le projet. Nous réitérons aux jeunes bénéficiaires que tout est gratuit, aucune facilitation n'est payante, tout est gratuit. Nos équipes sont sur le terrain pour les accompagner et ils sont payés pour ça. Tout est gratuit, rien n'est payant. Le projet filets sociaux, inclusion économique des jeunes de la ville de Douala, phase 1, est initié par le ministère de l'économie et de l'aménagement du territoire et financé par la Banque mondiale. Et dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2024, un homme est mortellement poignardé au carrefour Ahala à Yaoundé. C'est dans la région du centre. Appréhendé, l'un des présumés agresseurs a été présenté à la presse par le commissariat du 19e arrondissement. L'homme dit avoir agi sous l'effet des drogues. Inès Pingan. La scène se déroule dans la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier, au lieu dit Carrefour Ahala. Après une soirée bien arrosée, le nommé Mboudou Herman Blaise, en compagnie de sa compagne, aux environs de 2 heures du matin, se font agresser par une bande de 3 individus. La dame réussit à s'échapper, mais son ami est mortellement poignardé et ses assaillants
réussissent à prendre la fuite. Les enquêtes réalisées par les éléments du commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement de Yaoundé permettent de mettre la main sur l'un des agresseurs qui dit l'avoir poignardé pour se défendre. Déclaré que la victime a résisté, la victime l'aurait pris par le collet dans un accès de défense pour lui, voulant sortir de cette étripe. Il a poignardé sa victime de 2 coups de poignard. Désormais, entre les mains de la justice, le présumé agresseur est un repris de justice pour vol de téléphone et consommation de cannabis. Le jeune homme qui a été appréhendé a visiblement agi sous l'emprise des drogues. Il a poignardé le jeune homme qui l'a agressé alors qu'il était pas en possession de toutes ses facultés mentales parce qu'il avait consommé visiblement du chanvre indien. Des actions ayant abouti à son arrestation doivent encourager les uns et les autres à faire la défense populaire. C'est la participation de tous. C'est la collaboration étroite que doit entretenir la population et les forces de sécurité. Il est question pour les populations de ne jamais faillir, de faire confiance à la sécurité nationale, de dénoncer tout acte illégal, je dis bien tout acte illégal, partant de la grande criminalité jusqu'aux nuisances sonores. La présentation à la presse de ce dernier se fait ce 13 août 2024 à Yaoundé. Et à Douala, les microbes font leur grand retour dans certains quartiers. Selon sociologues, de nombreux aspects sociaux sont à revoir, notamment l'éducation et l'insertion socio-professionnelle. Analyse de ce phénomène dans ce reportage que signe Oriane Danquin. Mauvais diagnostic, mauvais choix de thérapie ou mauvaise posologie. Ce qui est certain, la résurgence du phénomène de microbes dans la ville de Douala indique malheureusement qu'il y a inefficacité quelque part. Aujourd'hui, on vit dans l'insécurité dans les grandes métropoles. On sait qu'il y a les embouteillages, on sait que le travail n'est pas évident, il y a une économie nocturne, les femmes qui baissent de boissons, dans les snacks, etc. Toute économie est menacée parce que ces jeunes peuvent arriver à tout moment avec des agressions, des violences, etc. Déconstruire et détruire ce que l'opérateur a mis du temps pour construire. Donc on est dans une ville où il y a de l'insécurité. À côté de cette insécurité, ça porte atteinte à l'image de la ville. Il peut y avoir des touristes qui veulent venir visiter la ville, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, mais à l'écho de savoir qu'il y a les microbes qui peuvent se balader dans toute la ville, ces touristes peuvent se raviver et ça fait un manque à gagner au niveau de chiffre d'affaires. Maintenant, il y a aussi la perte de confiance vis-à-vis des institutions, parce qu'on ne peut pas comprendre comment le phénomène apparaît généralement. L'institution apporte des thérapies, apporte des pansements, mais ces pansements n'arrivent pas à avoir des effets escomptés. Comment comprendre que dans un pays comme le nôtre, où on a combattu ce phénomène, mais il revient, ça veut dire que soit le pansement est inefficace, du coup il y a résurgence, soit les mesures adoptées ne sont pas conformes. Les microbes, bande organisée de jeunes âgés entre 12 et 25 ans, sont connus pour des apparitions spontanées et sporadiques avec vols et autres agressions des populations à la clé. L'apparition des microbes résulte quand même, lorsqu'on analyse le profil psychologique et sociologique de ces jeunes, d'une sorte de pauvreté et d'exclusion sociale. On a une catégorie de jeunes qui estiment que, provenant des quartiers défavorisés, les opportunités d'emploi sont rares, l'insertion économique est difficile, l'accès à l'éducation, qui est un droit fondamental, n'y est pas, ou alors limité. Du coup, ça les pousse à la délinquance. Parce que n'oubliez pas, les microbes, ce sont des délinquants. Il peut aussi avoir la désintégration du tissu social. Aujourd'hui, l'enfant qui était hier l'enfant de tout le monde, aujourd'hui, avec des approches nombrilistes et organiques, l'enfant est l'enfant des parents. Et qui dit l'enfant des parents, il peut être déviant, il peut s'égarer, que ça ne dit rien à personne. La société voit et parfois acclame, surtout l'influence des médias aujourd'hui a fait qu'on a d'autres types de modèles
on a des modèles qui émergent, qui n'ont parfois rien à voir avec les valeurs et les principes que nous reconnaissons. Donc, il y a la consommation de la drogue et des stupéfiants. C'est la consommation de drogue et des stupéfiants dans une société où on valorise les éléments de déviance. Il y a des chansons pour le cure, machin, et c'est valorisé, tout le monde applaudit, même les enfants de 3 ans chantent ça devant les parents. Donc, un de leurs récents faits d'armes a coûté la vie à un habitant du quartier Bali, c'est dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Une situation qui a poussé les autorités administratives à restreindre la circulation des mototaxis dans certains quartiers de la ville. À ce propos, les mototaxis, vous le disiez tout à l'heure, Oriane Donkin, sont interdits de circulation à Beaune, Priso et à Bali entre 18h et 6h du matin. Une mesure plus discriminatoire qu'efficace, pense le sociologue. Je vous propose de le réécouter. C'est pourquoi nous allons conseiller aux institutions d'aborder 3 axes pour résoudre ce problème. L'axe de la prévention, l'axe de la répression et l'axe de la réinsertion. Au niveau de la prévention, il serait important que l'on mette l'accent sur l'éducation. Il faut éduquer les jeunes. L'éducation civique, surtout les jeunes, c'est très important. Il faut insérer les jeunes socialement et professionnellement à travers des programmes. Il faut des activités socio-culturelles pour l'épanouissement des jeunes. Donc ça, c'est le volet prévention qui a 3 axes. Éducation, insertion et activités socio-professionnelles. Deuxième axe, la répression. Lorsque ces jeunes sont arrêtés, on connaît les fiefs. Dans tous les quartiers aujourd'hui, on connaît les dealers, on connaît les fiefs, on connaît qu'il faut aller à Makéa, il faut aller à Neubel, il faut aller vers Terango, etc. On connaît les fiefs. Mais qu'est-ce qui est fait? La cartographie des fiefs est là en termes de la maîtrise de l'information et même des données de terrain. Mais les institutions, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont un peu laxistes sur ce point-là. Il est important que la répression soit forte. Et pour que la répression soit forte, il faut renforcer les forces de l'ordre en leur donnant les outils et les moyens pour le faire. À côté de cela, il faut une justice pour les mineurs. Il faudrait que lorsque ces mineurs-là sont appréhendés, la justice puisse frapper du poing sur la table. Donc, la prévention, la répression et maintenant le dernier point, la réinsertion. Il faut réinsérer socialement ces jeunes à travers le panel composé des sociologues, des psychologues, des anthropologues pour que ces jeunes puissent, indépendamment du fait qu'ils ont été des microbes, lorsqu'on les a arrêtés, on puisse les réinsérer socialement. In Mozambique, 2 young innovators are using recycled resources to improve lives in their community, creating solutions for using renewable energy and mapping flood-prone areas. More of the story with our Voice of America partners. Under the shade of a mango tree, 17 years old Nélio Mazivila has built a makeshift laboratory. It's where he repairs electronics and household appliances using scrap from other gadgets. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata. Most of the materials that I use are scrap, taken from old television and amplifiers. But if I need a material urgently, I go to the center that sells and buys scrap metal. Other than that, my friends and neighbors have given me old appliances. Mazivila says he can provide clean, sustainable energy and lighting with batteries by using something called an inverter. To change the battery's direct current to alternating current that runs most home appliances and lighting. Mazivila says it worked in his house, so should be able to work in an entire city block. O dispositivo é inversor. The device is an inverter that inverts direct current from a battery to alternating current for residential use. With the device I have here, I can power 3 to 4 houses. A few blocks from Nélio's lab, another 17-year-old young man, Clayton Mishak, began his journey of invention by building toy cars and robots, although his real passion was drones. Using carbon fiber and FPV, or first-person view cameras,
He developed a faster and robust drone that could be useful for mapping food-prone areas to assist in rescue missions. My goal was to use drones in places that are difficult for humans to reach during floods. That's when I thought about making the drones indestructible, flexible, and fast. Clayton intends to continue researching to take his invention to a higher level. What also motivated me was not to leave Mozambique behind in terms of knowledge. So as I have knowledge of these types of drones and the research that is being done in other countries, I ended up creating something that could show that in Mozambique there's also knowledge. Despite having no formal education and never having met in person, both young innovators continue to inspire each other through social media. They now hope that public and private companies and individuals will come and enable them to grow their expertise and their future. Amarilis Gule, VOA News, Maputo, Mozambique. Et un communiqué du directeur général de l'hôpital général de Douala, le professeur Henri Namelouma, signé ce 14 août 2024, indique que sur haute instruction du président de la République, Paul Biya, tous les frais médicaux de Kensop Orgel, Mamiton, internés dans l'établissement, sont entièrement pris en charge par le gouvernement du Cameroun. Décoration actuellement en vacances au Cameroun, son pays d'origine, le basketteur Joel Hans Embiid, qui vient d'être sacré champion olympique avec la Team USA, a été décoré cet après-midi. Il a reçu la médaille de commandeur de l'Ordre de la Valeur décernée par le président de la République du Cameroun à titre exceptionnel au cours de la cérémonie présidée à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous vous proposons d'écouter un extrait du discours prononcé par le professeur Narcisse Mouelekambi. Le président Paul Biya a en effet toujours soutenu, encouragé et même célébré le mérite, le génie et le talent de ses concitoyens, surtout quand ils sont jeunes, comme c'est le cas pour M. Embiid. Monsieur Joel Hans Embiid, vous êtes un valeureux et émérite basketteur international. Vous êtes l'une des figures les plus emblématiques de la diaspora sportive camerounaise au niveau international. À travers votre parcours élogieux, vous apparaissez comme un modèle identificatoire pour bien des jeunes, un modèle qui inspirera certainement des générations à venir et qui suscitera, nous n'en doutons pas, des vocations chez de jeunes Camerounais férus ou amoureux du basketball et pourquoi pas d'autres disciplines sportives. Votre parcours se décline en termes de superlatifs, oui, de superlatifs positifs. Nous en retiendrons essentiellement que depuis la saison 2014-2015, vous exercez en National Basketball Association, NBA, dans l'équipe des Sixers de Philadelphie, au sein de laquelle vous avez remporté de nombreuses distinctions, à l'instar de la très prestigieuse Most Valuable Player en 2023. Et à 29 ans, vous êtes ainsi devenu le deuxième Africain de l'histoire de la NBA. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes du Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Good night to you, Leila Renkonzo. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more news on your TV, Spectrum Television. Good night.